Voilà, bonjour à tout le monde. On m'a demandé un exposé introductif à 360 degrés, en prenant la hauteur bien sûr, sur les dynamiques en matière de logement et des jeunes en particulier, avec une approche multidisciplinaire, et tout cela en 30 minutes. On va commencer par quelques constats, et je pense que je ne vais rien apprendre à personne en disant que les modèles d'insertion en matière de logement se diversifient, s'éclatent, et je tiens beaucoup à cela. Les interprétations à apporter ne sont pas nécessairement uniquement socio-économiques. C'est puis l'égalité, etc. Il y a des dimensions culturelles, et on rencontre des modèles finalement qui rencontrent des personnes, des jeunes, avec des moyens différents, avec des parcours différents. Pour vous dire à quel point les modèles changent, je suis probablement, je fais partie de la dernière génération, où nous avions comme modèle dominant le modèle 25-30. 25-30, c'est quoi le modèle 25-30? 25 ans, 30 ans, c'est entre 25 et 30 ans, on faisait tout. Les enfants, l'achat d'un investissement immobilier, et puis vous preniez 20 ans ou 25 ans plus tard, les enfants étaient partis, les tanguis ça n'existait pas, ou très peu, ils faisaient leurs études en 4 ans, 5 ans, grand maximum, et à partir de 50-55 ans, cette génération-là pouvait commencer à mettre un peu d'argent de côté, comme on disait, à penser un peu à soi, etc. Et ce modèle-là, il existe encore, mais vous pouvez tourner la page. Au mieux, s'il existe encore, vous avez des enfants qui sont encore à la maison à 55 ou 60 ans. Et c'est une première remarque, et sans du tout ici vouloir moraliser, c'est pas du tout, on n'est pas dans ce registre-là, simplement expliquer aux hommes politiques qui sont en campagne pour le moment que la question de l'insertion des jeunes concerne aussi, par ricochet, les moins jeunes. Il faut voir ça de manière globale. Alors, qu'est-ce qu'on rencontre comme modèle aujourd'hui? Il y a, je pense, 5 grands modèles de transition en matière de logement qui concernent les jeunes. Et le principal, quantitativement le principal, c'est ce qu'on appelle les tanguis, c'est-à-dire les jeunes qui restent un certain temps chez leurs parents. Je vais tout de suite illustrer ma remarque sur les clés de lecture. Il y a toutes sortes de modèles chez les tanguis. Il y a des tanguis qui sont parfaitement assumés, que ce n'est pas une question socio-économique, que c'est un calcul, on reste chez soi parce qu'on a des projets, parce qu'on a envie de voyager, etc. Et c'est pas du tout la même chose qu'un tanguis qui est obligé de rester chez lui, par exemple parce qu'il n'a pas droit ou qu'on lui a supprimé les allocations d'insertion au chômage. Vous avez toutes sortes de modèles, y compris, et c'est aussi quelque chose qu'il va falloir intégrer, des gens qui reviennent, après une première expérience de colocation, qui reviennent à 30 ans chez eux, pour des périodes plus ou moins longues, et vous avez même aujourd'hui des tanguis d'un âge plus avancé, des personnes en difficulté qui à 45-50 ans retournent chez leurs parents. Mais ce n'est pas l'objet du débat aujourd'hui. Les tanguis, c'est le modèle quantitativement le plus important, et ça dure au moins jusque 30 ans. 2. L'autonomie que je pourrais qualifier de plus ou moins assumée, plus ou moins digne, plus ou moins réussie. Parce que là, il y a une extraordinaire diversité. Entre le jeune, soyons clairs, qui dans le cadre de la fin des allocations d'insertion est poussé hors de chez lui pour aller au CPS, et le jeune urbain en ascension sociale, il y a évidemment des écarts énormes. Cette autonomie plus ou moins assumée, ce sont des étudiants, ce sont des jeunes professionnels plus ou moins insérés, j'en ai rencontré quelques-uns, notamment ceux qui passent par un article 60, je vais y revenir dans un instant, et les jeunes urbains en ascension sociale. C'est quoi typiquement un jeune urbain en ascension sociale? C'est par exemple ces jeunes qui occupent à Bruxelles, c'est surtout à Bruxelles qu'il y a ce genre de logement pour le moment, des logements avec plusieurs appartements, mais des petits appartements, parce qu'en fait, on n'est pas censé passer beaucoup de temps dans un appartement, mais la structure dans laquelle on est contient des salles de fitness, des salles de cinéma, etc., qui est un des modèles qui est en train de se développer par des promoteurs privés. Bon, vous voyez bien que ce n'est pas du tout la même chose qu'un jeune qui ne sait pas très bien dans 3 mois où il sera. Le troisième modèle, c'est celui de la colocation. Elle est en partie connotée sociologiquement. Effectivement, c'est plutôt des jeunes qui ont des acquis, qui ont une capacité, mais ce modèle est appelé à
durer et à se développer. Même si, j'insiste encore une fois, il va parfois se combiner avec d'autres éléments dans le parcours. Un peu chez soi, Tanguy, colocation, éventuellement une expérience de couple, et puis on vient, et puis on retourne en colocation. Aujourd'hui, vous avez une mobilité incroyable en termes d'insertion dans le logement. Vous avez alors un autre modèle, c'est les jeunes ménages et couples qui se contentent de peu. Voilà, c'est des jeunes, parfois déjà avec un enfant, et qui vont progressivement s'installer dans la vie, où évidemment la solidité d'être à deux apporte beaucoup. Et puis il y a une catégorie un peu fourre-tout, il y a peu d'exemples dans chacune de ces sous-catégories, mais enfin, il faut en parler, c'est les jeunes dans d'autres types de ménages. Et un des exemples que j'aimerais mettre en évidence ici, c'est les jeunes qui sont par exemple chez des grands-parents. C'est quelque chose d'assez fréquent aujourd'hui quand il y a un problème, quand les parents eux-mêmes sont en errance, en difficulté, et bien c'est parfois les grands-parents, l'oncle, le grand frère, la grande sœur qui accueille un jeune qui est quelque part en transition et 30 ans. Y compris donc l'expérience sur laquelle je reviendrai aujourd'hui marginale d'un toit deux âges. Quand je dis marginal, c'est pas du tout, je m'en parle, c'est en termes quantitatifs, et les habitats groupés. 5 grands modèles de transition. Et puis il y a quand même encore des modèles plus classiques. Un modèle qui m'énerve sévèrement, mais qui est présent, c'est les jeunes exigeants. Ceux qui doivent rentrer dans une maison avec une cuisine équipée le lendemain du mariage. Ne me dites pas que ça n'existe pas. Le modèle, c'est le consumérisme poussé à son extrême. Ça donne en général les plus mauvais résultats, qu'ils soient dans la durée, mais bon voilà. C'est un modèle qui existe encore, et puis malgré tout encore, un modèle plus classique, je dirais le modèle de ma génération ou de génération précédente. On prend un premier appartement, on loue quelques années, on met un peu d'argent de côté, et puis finalement, on va construire une insertion plus dure. Alors, que peut-on dire par rapport à ce modèle? Quelques observations. D'abord, en transition, pourquoi en transition? Pourquoi est-ce qu'il y a des périodes de transition et pourquoi est-ce qu'elles durent de plus en plus longtemps? D'abord parce que c'est des études de plus en plus nombreuses. De plus en plus de jeunes font des études de plus en plus longues, avec, soyons clairs, des parcours parfois chaotiques. On arrête, on travaille un peu, on reprend. Des statuts variés. L'insertion prend du temps, l'insertion dans la société prend du temps. Et puis l'évolution des modèles et des valeurs. Je reviens un instant sur le modèle, un des modèles de Tanguy. Eh bien, on a envie pendant quelques années de ne pas s'insérer, vraiment. De ne pas rentrer dans la société de plein pied. Finalement, c'est gai. Hein. On a quelques années en plus, tout frais payé, ou quasiment, hein, et puis on peut voyager. Même si on travaille, on met de l'argent de côté, on peut voyager 3-4 fois par an. Enfin, je veux dire, on a tous les modèles aujourd'hui d'évolution des modèles, des valeurs. Deuxième question qui est plus lourde de conséquences, me semble-t-il, en transition vers quoi? En transition vers quoi? C'est quoi l'étape d'après? Quand on a loué pendant 10 ans, 5 ans, qu'est-ce qu'on fait après? Hein? Et cette deuxième ou troisième transition ne sont pas toujours faciles. Excellent. Merci. Comment est-ce qu'on sort du précariat? Les séparations et autres échecs, hein, il faut quand même bien, et va-t-on un jour devenir propriétaire? Et je pense que là, le modèle est en train d'évoluer à une vitesse VV'. Je pense que nous sommes en train d'arriver à une génération pour qui la propriété ne sera pas, ou pas majoritairement, le premier choix. Mais notre système de location n'est pas adapté à ça. Notre système de location est justement plutôt un modèle de transition. Alors que peut-être il va devenir permanent. Et je glisse ici tout de suite à tous nos amis ici dans la salle qui s'occupent de logement, d'aller s'inspirer, d'aller voir le modèle allemand en matière de logement, en tout cas de baux de location, qui peuvent durer très longtemps, qui peuvent être dans la longue durée. Chez nous, nous sommes cette logique de 3-6-9, hein, qui est déjà battue en prêche. Troisième remarque, les allers-retours. Si nous ne comprenons pas, et c'est d'ailleurs parenthèse, c'est intéressant de voir que c'est aussi de plus en plus vrai pour les personnes âgées. Les modèles linéaires où tout se suit dans un certain ordre, supposé être culturellement et politiquement dominant, c'est fini. C'est fini pour les personnes âgées, c'est fini pour les jeunes. Il y a plein d'allers-retours.
On va faire une expérience, on va revenir, on va repartir, on va refaire une autre expérience, et tout ça peut parfois durer longtemps, je reviendrai dans les recommandations. Et puis bien sûr, malgré tout, il y a des différenciations socio-culturelles et socio-économiques très prégnantes. Et il faut sortir des modèles simplistes et des jugements a priori, et je pense en particulier aux plus âgés. On a des visions qu'il faut casser, il faut regarder ce qui se passe sur le terrain. Quand on parle des logements de jeunes, mais vous avez à la fois les jeunes urbains en décollage social et des jeunes extrêmement en difficulté. Vous avez des Tanguy pour qui c'est une punition et des Tanguy pour qui c'est un choix pleinement assumé. Tenant compte de tout ce que je viens de dire, il faut donc une approche globale. Les revenus, c'est inacceptable que des jeunes de 25 ans doivent mendier auprès de leurs parents pour pouvoir payer un verre à leurs copains et leurs copines, c'est inacceptable. La question des contrats, la question des droits personnels, mais néanmoins, ce n'est pas l'objet aujourd'hui ni de ces politiques, néanmoins, on peut imaginer des politiques spécifiquement en liaison avec le logement. Donc il faut des réformes plus globales, plus structurelles, mais on peut aussi s'occuper du logement. J'aimerais alors proposer 4 thés de lecture pour organiser cette transition mentale aussi, en matière de logement, en matière de perspective politique, en matière de perspective sociale et sociale. Première chose absolue, c'est habiter avec d'autres. Habiter avec. Le mot « avec » est le plus important. Avec d'autres. Petite anecdote. Je viens de transformer ma maison, qui était devenue trop grande pour 2 personnes. On a fait un appartement au-dessus. Et j'ai été étonné quand je racontais ça à des proches. Quand je leur disais, voilà notre projet, voilà ce qu'on va faire. Il y a au moins 3 personnes différentes qui m'ont posé la question. Et vous allez partager la même cage escalier? Ben oui, justement, on va partager la même cage escalier. C'est bien ça le but du jeu. C'est habiter avec nous. Donc ici, il y a un long travail culturel. On doit aller à l'encontre du fait que nous sommes dominés par une logique néolibérale d'individualisme. Chacun chez soi. On doit habiter avec d'autres. Il faut aussi rappeler les différences qu'il peut y avoir entre isolement, solitude et mauvaise qualité des relations sociales. Je vois qu'il y a des amis ici de CPS de Namur. Je me souviens de 2-3 jeunes en stage ou en article 60 qui n'étaient pas isolés dans le sens. Ils avaient plein de contacts sociaux pendant la journée, mais se retrouvaient le soir tout seuls dans un coffre. Voilà. Et donc, il faut habiter avec nous. Le choix doit être libre et éclairé, mais favorisé par l'offre et la législation. Nous avons encore des logiques qui ne favorisent pas ces cohabitations. Quand on voit certaines règles d'urbanisme de maison, donc justement la question des entrées séparées. La logique, en principe, c'est qu'il faut des entrées séparées dans les logements. Mais oui, il faut des entrées séparées, bien sûr, mais c'est pas comme ça qu'on établit des liens. C'est pas comme ça qu'on établit des liens. Deuxième principe, et là c'est pas évident du tout, parce que c'est à l'encontre de toute la logique. Il faut que les choses se suivent et il faut que ce soit durable. Non, justement, collectivement, nous devons accepter les transitions, les allers-retours et les courtes périodes. Et tout ça est contraire à la législation. Je dis simplement le fait qu'il faut s'inscrire. Il faut la visite de l'agent de quartier. L'agent de quartier, il va déjà prendre parfois 3 semaines ou 1 mois. Mais les choses bougent plus vite que ça. Il faut accepter les transitions, les allers-retours, les courtes périodes. 3, c'est aussi extrêmement important, et c'est en lien avec habiter avec d'autres, il ne faut pas de ghetto générationnel. Et de nouveau, ça vaut aussi pour les personnes âgées. Les jeunes, comme les moins jeunes, doivent être dans la vie, avec d'autres générations. Et je pense d'ailleurs, peut-être pour le moment, que cette question est au moins aussi importante que les ghettos sociaux. Donc il faut sortir d'une logique de ghetto générationnel. Et puis, quatrièmement, et ça aussi c'est parfois un petit peu compliqué parce qu'on aime bien avoir des modèles, hein. Notamment les hommes politiques, ils aiment bien avoir une solution toute faite. Non. Il faut accepter et mieux encore favoriser la diversité des modèles. Et il faut que la législation permette cette diversité.
Nous vivons dans une région qui est imminemment sympathique, j'adore ma Wallonie, mais il y a une logique de décret, de subside, qu'il faut absolument qu'on rentre dans tel cadre et pas un autre. Il faut laisser l'expérimentation se développer. Il faut laisser une chance à l'expérimentation. C'est contraire à notre logique politique et administrative. Quelques illustrations de ce que je raconte. Première illustration, sortir le modèle un toit, deux âges de son carcan estudiantin. Les responsables d'un toit deux âges nous disent qu'ils ont de nombreuses demandes de personnes plus âgées pour entrer dans la logique un toit deux âges. L'association, et je les comprends pour le moment, dit quoi? Écoutez, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des questions de législation sociale, questions de législation sociale qui jouent, et donc on décourage. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui un plus beau modèle qu'une personne de 30 ans aille cohabiter un certain temps avec une personne âgée, sans avoir des contrôles de l'ONEM, sans avoir des contrôles du CPS, et laisser naître des relations entre deux générations? Ce modèle-là doit être favorisé. Deux, je pense il y a un beau chemin de réflexion, un beau travail de réflexion sur les foyers pour jeunes. Alors je sais bien que c'est, notamment nos amis français, on prend en tête les modèles, enfin vous pourrez avoir en tête les foyers pour jeunes tels qu'ils existaient après-guerre en France, évidemment, c'est pas ça que je vise. Je vise des endroits où des jeunes peuvent, en particulier des jeunes en difficulté, qui ont encore besoin d'un certain accompagnement. Pas un accompagnement contrôlant, mais un accompagnement positif, pourraient vivre ce que vivent les jeunes plus aisés dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des immeubles, des structures où ils ont leur propre lieu, mais aussi un partage d'équipements. Alors vous allez me dire, c'est contradictoire avec ce que vous dites sur des ghettos générationnels. Non, pas du tout. Tout dépend de l'endroit où on construit ce genre de structure. Hein. Si on les met avec d'autres jeunes, bien sûr ça peut être positif, mais je pense qu'il faut les mettre dans la ville. Et qu'est-ce qui empêche, par exemple, dans des rues plus classiques, je dirais, ou des quartiers plus classiques, d'avoir deux maisons qu'on rapproche et où on crée ce genre de lieu où des jeunes peuvent construire leur devenir. Des quartiers multigénérationnels avec des cotes prévues d'emblée dans le projet chez divers publics, âgés, public âgé ou moins âgés. Pourquoi pas imaginer que demain, un jeune couple puisse s'établir dans une résidence-service. Résidence-service. Vous savez, ça, c'est de la valise. Ça. On met tout le monde dans des cases. Vous savez, par exemple, dans une résidence-service, j'aime bien raconter ça. Ça m'énerve. En principe, la salle des familles, là où les personnes âgées peuvent se réunir, n'est pas accessible aux personnes de moins de 60 ans. Vous avez déjà vu cette logique débile là, sur le terrain. Heureusement, on a affaire à des gestionnaires de résidence-service qui sont un peu plus ouverts et qui ne font pas attention à cette règle, mais c'est inscrit dans la... C'est ça que j'appelle. Là, il faut libérer les textes de loi aussi. Quatrième illustration, à Namur, nous avons une belle expérience de ce qu'on appelle l'engagement logement. Quand un promoteur veut construire un certain nombre de logements, en général, ça commence à 10-15 logements, on lui demande qu'il y ait un ou deux logements qui se rentrent dans le circuit social, les AIS. Moi, je trouve la démarche intéressante, mais pourquoi est-ce que forcément ça doit être le même type de logement? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prévoir dans des logements plutôt pour des familles avec un ou deux enfants, des logements pour des jeunes sans enfants, donc plus petits, et construire le projet architectural en fonction de cette logique intergénérationnelle. Et puis, un dernier point auquel je tiens beaucoup, une dernière illustration, il y en aura beaucoup d'autres, et j'ai vu quelques projets intéressants dans ceux qui seront, je pense, présentés tout à l'heure. Je pense qu'il faut aujourd'hui admettre qu'il y a un nombre incroyable de personnes âgées qui vivent dans des logements trop grands. Ça va devenir insupportable, c'est un scandale social et écologique. C'est un double scandale, social et écologique. De toute façon, ces personnes-là, beaucoup d'entre elles, si elles souhaitent rester chez elles, elles vont devoir trouver une solution économique. Il faut qu'on organise la société culturellement, politiquement, en termes de règlement, pour que ces espaces puissent être libérés
et occupés en particulier, pas uniquement, il ne faut pas non plus construire un modèle unique, mais en particulier par des plus jeunes. Je reviens un instant sur ma propre expérience, hein, je ne suis pas ici pour parler de moi, mais ça m'a frappé de manière vraiment intéressante. Donc, quand les locataires sont arrivés, il y avait une jeune fille de 15 ans et qui m'a fait un compliment extraordinaire. Elle m'a dit « Ah, mais ça va être chouette, on va vivre dans un logement avec 4 générations. » Effectivement, il y a 4 générations, il y a la mienne, il y a le papa de mon épouse, il y a la maman et ses 2 enfants, et effectivement, nous vivons dans un logement avec 4 générations, avec un escalier partagé. Pour arriver à tout cela, pour qu'il y ait de la fluidité dans le système, pour qu'on respecte les choix individuels. Et parenthèse, je veux vraiment insister ici, arrêtons de fonctionner avec un modèle. C'est pas parce qu'une expérience marche quelque part qu'il faut absolument vouloir la reproduire ailleurs. On peut copier, on peut s'inspirer, mais pour que tout cela marche, pour qu'on puisse libérer des initiatives, et ça vaut pour toute la politique du logement, pas uniquement là où les jeunes sont plus ou moins concernés. Il faut bien sûr une réforme fondamentale de droit individuel. Et permettez-moi ici d'évoquer en 2 mots le revenu de base, qui est pour moi l'outil avec lequel nous avons libéré non seulement les parcours, mais aussi les insertions en matière de logement. Il faut faire sauter, libérer les règles d'urbanisme en vigueur dans trop de communes. Vous savez qu'il y a des communes qui refusent qu'on partage un grand logement. Hein, tout ça au nom d'avoir peur d'avoir des marginaux, j'étais occupé. Non, ça ne va pas. Et il faut, je pense, une allocation loyer. Et ici, je vais peut-être sortir des choses qui ne sont pas complètement correctes. Une des choses qu'il va falloir apprendre, c'est qu'il faut sortir de la réponse un peu classique. La crise de logement, ce qu'il faut, c'est plus de logements sociaux. Non, il faut des logements sociaux, mais on va pas résoudre la question des jeunes, peut-être que j'ai essayé de la développer, en tout cas, telle que je la vois, uniquement en répondant, en ajoutant un immeuble dans des cités de logements sociaux. Il faut des modèles plus ouverts, il faut des modèles plus dynamiques, et donc il faut en tout cas que pour les jeunes qui sont dans cette logique-là, une allocation loyer qu'on affecte à un modèle qu'on a envie de choisir est à mon avis plus efficace que de subventionner les prix. L'imagination, dans ce domaine-là comme dans d'autres, est la seule limite. Parce que contrairement à ce qu'on pense, nous avons la chance, avec un certain nombre de progrès, avec tous ceux qui réfléchissent aux briques, au bois, aux structures, honnêtement, des modèles aujourd'hui sont rentables avec des loyers inférieurs à ceux du marché. Les pouvoirs publics ne doivent pas avoir peur d'investir. Ils peuvent investir dans des logiques ouvertes sans nécessairement devoir mettre de l'argent. Ils ne doivent pas faire de profit, c'est un des avantages de passer par le public, mais ils ne doivent pas mettre de l'argent non plus. Trop de décideurs, et je dirais pas seulement les décideurs, que culturellement notre société est un peu trop timorée, secouons le cocotier, et je pense qu'on pourra construire une société plus ouverte dans laquelle les jeunes pourront aussi construire de l'insertion au travers du logement. Je vous remercie.